Des agents des forces de défense et de sécurité à l'école du leadership et gestion des conflits électoraux, un renforcement de capacité pour la bonne tenue du scrutin du 22 mai prochain. Dans ce journal, une balade à travers les sites touristiques dans les cascades, des sites qui souffrent de façon générale d'un manque d'aménagement et donc d'accès difficile. Et puis la crise migratoire qui est loin d'avoir dit son dernier mot en Europe. Les prévisions sont à 2,5 millions de migrants d'ici à 4 ans selon la presse allemande. Le président américain en visite en Allemagne remercie Angela Merkel pour l'accueil de ces migrants. Au centre de cette visite, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Ils sont donc une soixantaine, les agents des forces de défense et de sécurité à l'école du leadership et de gestion des conflits électoraux. La formation organisée par le Centre européen d'appui électoral en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante a pour objectif la sécurisation du scrutin du 22 mai prochain. L'ambition qui s'affiche ici, c'est la réussite des élections municipales et cela passe donc par le renforcement des capacités au niveau de la défense et de la sécurité. Amadou Ilboudo et Amandine Lalsaga. Facteur déclencheur de violence et d'insécurité en Afrique. Les forces de sécurité jouent un rôle clé dans le processus de sécurisation des scrutins. Au Burkina Faso, pour faire en sorte que leur participation permette au mieux la tenue d'élections municipales sans heurts, 60 agents de défense et de sécurité sont formés ici en leadership et gestion des conflits électoraux. Ce sont deux formations parallèles qui vont cibler essentiellement les forces de l'ordre, parce que pour nous, les forces de l'ordre font partie intégrante des acteurs électoraux. Je pense qu'il est bon que des forces de l'ordre soient détentrices d'une expertise en matière électorale, surtout celles qui sont impliquées dans la sécurisation du processus. Organisée par le Centre européen d'appui électoral en partenariat avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, la formation va s'étaler sur 5 jours et devrait permettre aux 30 gendarmes et 30 policiers participants de maîtriser toutes les étapes de fragilité du cycle électoral. À chaque étape, nous allons également développer avec eux tous les mécanismes. Et vous savez, quand on parle de prévention, on parle de résolution, c'est qu'il faut connaître également toutes ces phases-là. Et nous pensons que durant ces 5 jours, avec justement les modules que nous allons aborder avec eux, on gagnera et on va en tout cas être fin prêt pour encore réussir ce challenge-là et encore permettre au peuple burkinabé de se réconcilier avec lui-même. La partie burkinabé se réjouit de l'initiative du Centre européen d'appui électoral. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, la formation permettra sans doute à mieux sécuriser les élections municipales, mais aussi et surtout de relever le défi, comme ce fut le cas pour les élections de novembre 2015. Les ex-travailleurs de la société Projet Production Internationale, département Mines, donnent des précisions à la presse sur les causes de leur licenciement. Les travailleurs licenciés en 2015 n'avaient pas de contrat de travail et n'avaient pas été déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous suivons tout cela avec Oumou Sissé. Licenciés en fin mai 2015, les ex-travailleurs de la société Projet Production Internationale PPI, département Mines, donnent de la voix. À travers cette conférence de presse, ils dénoncent un licenciement arbitraire dont ils ont été victimes. Notre problème est que nous avons été embauchés à PPI de façon verbale. On n'a pas été déclaré à la CNSS. Et ensuite, PPI se permettait de nous faire des coupures illégales de 25% sur nos salaires et sur nos bonus. On a cherché à comprendre et ils ont dit que ce sont les impôts. On s'est dit que quand on verse de l'argent aux impôts, automatiquement on doit recevoir des quittances. Donc on a demandé des quittances en vain. On a essayé de rentrer en négociation avec PPI et PPI nous a simplement licenciés. Les ex-travailleurs exigent entre autres de la société PPI la restitution des coupures de 10 et 25% sur leurs salaires et sur leurs bonus, leur cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale, des certificats de travail et des indemnités de licenciement. L'affaire est en cours au tribunal du travail.
Et quand l'association des parents d'élèves des écoles catholiques passe en revue les réformes en cours dans le système éducatif national, cela donne lieu à une interpellation des responsables de l'éducation nationale et leurs partenaires sur des insuffisances qui auraient été constatées dans le système éducatif, notamment dans le continuum éducatif et le nouveau programme proposé pour le primaire. L'association sollicite par ailleurs un accompagnement auprès des responsables de l'éducation nationale, un accompagnement technique donc et financier. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Estelle Judith Assogba. L'Association nationale des parents d'élèves des écoles catholiques donne sa lecture sur les réformes en cours dans le système éducatif, le continuum et le nouveau programme du primaire. S'agissant du continuum, l'association note une augmentation du taux de transition du primaire au post-primaire, du nombre d'écoles, de CEG et la croissance des effectifs. Cependant, elle dénonce le non-respect par l'État des engagements pris dans le cadre de la convention entre les deux parties. Concernant le nouveau programme du primaire, l'association estime que ce changement présente des tares. Il s'agit du volume horaire officiel trop élevé, 968 heures par an, qui n'ont jamais pu être accomplies. L'absence de la cantine scolaire dans les écoles, le contenu inadapté des manuels utilisés. Face à ces insuffisances, elle interpelle les autorités en charge de l'éducation sur plusieurs aspects. À une implication des parents dans les grandes décisions d'orientation de l'éducation, à un accompagnement et un soutien de l'enseignement catholique à travers la reprise de la relecture de la Convention Église catholique et État et le respect des engagements pris. L'incivisme grandissant dans les écoles a été également évoqué au cours de cette conférence de presse. Nous venons de finir une réunion des chefs d'établissement secondaire de l'enseignement catholique et cette question a été mise sur la table. Et la réflexion va se poursuivre pour voir comment nous allons prendre à bras le corps la question de l'incivisme. Avant les échanges avec les journalistes, les membres de cette association ont tenu leur assemblée générale. Une rencontre qui a permis la mise en place d'un nouveau bureau constitué de 7 membres. Et en santé, on parle de la bilharziose qui a toujours la peau dure dans certaines localités du Burkina Faso. C'est le cas du village de Panamasso où le projet 3E, eau, environnement et énergie, lutte contre ce mal depuis 2 ans. Le projet fait le bilan de ses activités aux populations. Idrissa Warga, Moumouni Baro. La schistosomiase, aussi appelée bilharziose, est une maladie parasitaire causée par un ver appelé schistosome dont le cycle de vie dépend de l'escargot ou de l'homme. Selon l'OMS, environ 85% des personnes infectées vivent en Afrique subsaharienne et le Burkina Faso n'est pas épargné par cette pathologie. Ainsi, plusieurs localités, dont le village de Panamasso dans la commune de Pobo-Dioulasso, vivent cette situation avec des conséquences souvent irréversibles. Nous sommes arrivés à comprendre une partie de la dynamique de la maladie au niveau local. Nous avons de meilleures connaissances. Nous pensons que les populations ont compris plus les zones à risque par rapport à la maladie. Ils connaissent mieux les conséquences liées à cette maladie et du coup ils sont beaucoup plus prédisposés à travailler et ne pas avoir cette maladie. Selon les spécialistes, la schistosomiase se transmet par voie transcutanée. Les germes traversent la peau et rentrent dans l'organisme pour se loger finalement dans la vessie. La conséquence est que la personne peut avoir des problèmes urinaires. Tout l'arbre urinaire peut être atteint. Peut avoir chez la femme une stérilité, peut avoir un cancer de la vessie. Chez les enfants, malheureusement, c'est chose. L'enfant vient à l'école, il est là, tout faible, et l'enfant ne peut que dormir. Voilà, donc ça entraîne aussi l'anémie. La lutte contre la schistosomiase est prise au sérieux. À cet effet, le gouvernement mobilise plus de 500 millions de francs CFA pour l'achat de médicaments. À présent, je vous invite à une balade touristique à travers la région des Cascades. C'est l'une des régions où l'on retrouve les sites les plus attrayants du Burkina Faso. Mais le point commun de tous ces sites touristiques, c'est le manque d'aménagement et donc un accès difficile. Nous suivons Martin Zerbo et Kadou Romenki. Plus que des icônes touristiques, les pics de Sendou, le lac de Tingrila ou encore les falaises de Banfora ne sont plus à présenter. À côté de ces sites de renommée,
Existe une gamme variée d'autres sites peu connus, mais non moins attrayants. Entre autres, les cavernes de Douna, ainsi que le baobab sacré de Toumseni. Ça me fait 32 ans gardien ici. Après la mort de mes ancêtres, c'est le baobab même qui m'a choisi d'être son gardien. L'histoire de ce baobab, il a la puissance même. Il protège tout le monde. Parce qu'il est très puissant. Les cavernes de Douna, c'est un lieu de refuge. C'était un lieu de refuge des Turcs au temps reculé. On n'habitait pas ici, mais c'est lorsqu'on sentait qu'il y avait un danger qu'on donnait un mot de passe et que les habitants se retrouvaient ici. Vers la frontière malienne, au-dessus de cette falaise, il y a le village troglodyte de Niasogoni. Le site était encore habité dans les années 80. Il descend en bas ici pour cultiver, et après il récolte, il les fait monter. Et pour l'eau aussi. Et c'est comme ça que ce peuple vivait dans nos grottes. Et là, il y a un jour, il y a un missionnaire qui est en passage. Arrivé là, il a commencé à échanger avec les parents. Il y a d'autres qui sont d'accord avec lui de descendre, d'autres ne sont pas d'accord. Et ceux qui étaient d'accord avec lui, ils sont descendus dans les années 1980, venus construire en bas les habitations. Et ceux qui n'étaient pas d'accord restaient, et ils descendent toujours pour nous cultiver, et après les récoltes, ils les font monter. Et ils ont fait pendant 2 ans. Et après, ils disent, pourquoi aussi, nous, on ne peut pas abandonner. Et ceux qui sont abandonnés depuis là, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi pas nous? Et donc, c'est pour ça que dans les années 1990, et aussi, ils ont décidé de descendre en bas pour y vivre. Notre village est en haut. En bas ici, c'est comme un autre village. C'est vrai qu'en bas, c'est un peu aisé. Mais moi, j'aurais préféré rester en haut. Mais je suis vieux et je ne suis plus à mesure de monter et descendre à chaque fois la falaise. En plus, j'ai personne pour m'amener la nourriture ainsi que l'eau jusqu'en haut. Ces enclos de tournis, aujourd'hui affaissés par le poids du temps, ont traversé les âges. Ces enclos ont plus de 2 siècles d'existence. La cité perdue de Dramandougou, elle, se distingue plutôt par ses peintures rupestres. Notre ouverture des sites touristiques ici à Dramandougou, présentement, c'est 5e année. Bon, depuis l'ouverture, présentement, on a un nombre de 21 de visiteurs et nationaux et étrangers. Et nationaux, 2. C'est bien que vraiment, c'est trop dur. Accès difficile des lieux, manque d'infrastructures d'accueil. Ce sont des mots communs aux différents sites touristiques dans les cascades. Et en la matière, les projets d'aménagement sont encore au stade embryonnaire. Tous ces sites que vous voyez au niveau de la région des cascades, la majorité, en tout cas, représentent des lieux aussi de culte pour les populations. Donc, pour les projets d'aménagement, il faut de larges concertations, de sorte qu'on puisse concilier visites touristiques et pratiques culturelles. Donc, pour le moment, c'est des études de faisabilité qui sont effectuées. C'est conscient du manque à gagner que certains initiateurs privés tentent de réhabiliter le secteur. Voilà, hors de chez nous, le président américain en visite en Allemagne dans le cadre du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Barack Obama a tenu à remercier Angela Merkel pour l'accueil des réfugiés en Europe en général et en Allemagne, en particulier des migrants qui devraient atteindre 2,5 millions d'ici 4 ans. L'amitié germano-américaine était au cœur de la visite de Barack Obama en Allemagne, qui a longuement remercié Angela Merkel pour son accueil des migrants. Ils étaient plus d'1 million l'an passé, la plupart syriens, et ils pourraient être 2,5 millions d'ici 4 ans, selon la presse allemande. Les infrastructures sont déjà surchargées face à la plus grande crise migratoire de ces 60 dernières années. Je suis très heureuse car dans ces temps troublés, aujourd'hui, nous avons eu à nouveau l'occasion de parler de toutes les grandes questions internationales. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité, le processus de paix et aussi la crise migratoire. Und der notwendigen Friedensprozesse und natürlich auch die Fragen der Migration. Ce qui se passe ici à propos de l'accueil des réfugiés en Europe montre qu'Angela Merkel est du bon côté de l'histoire.
Je pense qu'elle concrétise les grands principes qui rassemblent les gens au lieu de les diviser. Et je suis très fier d'elle et du peuple allemand pour cela. Au cœur de cette visite également, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, le TTIP, porté par les États-Unis et l'Allemagne. Dans un climat de grande contestation, des divergences de fond persistent entre les États. Ces négociations seront au cœur de la grande réunion internationale organisée ce lundi, avec également la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Voilà, et puis lui s'est écroulé sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo hier dimanche aux environs de 5 h du matin, des suites de malaise. Lui, c'est le pape de la rumba congolaise, Papa Wemba, qui a ainsi tiré sa révérence devant des fans incrédules. Le roi de la SAP était âgé de 66 ans. L'artiste musicien avait à plusieurs reprises déclaré vouloir mourir sur scène. Le chanteur congolais Papa Wemba s'est éteint ce dimanche des suites d'un malaise survenu en plein concert lors d'un festival à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Roi de la rumba congolaise, il était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires, reconnaissable à sa voix au perché. Il a notamment collaboré avec Stevie Wonder, Eric Clapton et Peter Gabriel. Dans les années 70, à l'époque au Zaïre, il fut l'un des initiateurs de la SAP, un mouvement vestimentaire adulant les grandes marques et l'élégance comme signe extérieur de réussite. Il devient d'abord une star en Afrique centrale avec son groupe Viva la Musica, avant que les producteurs européens ne s'intéressent à lui dans les années 80. Âgé de 66 ans, il était père de 6 enfants. L'artiste aurait à plusieurs reprises déclaré vouloir mourir sur scène. Et c'est tout pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous.